En l'an 3000, le monde a changé de visage. La pollution et les catastrophes du passé ont fait naître une nouvelle forme de vie. Les mutants, des êtres différents, rejetés dès leur naissance par une humanité qui les craint. Les villes du futur brillent de 1000 lumières artificielles, mais sous cette surface étincelante, la peur de l'autre n'a jamais vraiment disparu. Beaucoup de mutants ont fini par se tourner vers le crime, jusqu'à devenir la plus grande menace de leur époque. Parmi eux se dresse un nom que tout le monde redoute, Randzik, le tout premier mutant jamais né. Abandonné et détesté depuis toujours, il a fini par prendre les armes contre l'humanité entière et devenir le criminel le plus recherché du siècle. Après une traque interminable menée par le Time Force, la police du futur, dotée de vaisseaux capables de traverser les époques et d'agents entraînés depuis l'enfance à la moindre menace mutante, il est enfin capturé. La sentence tombe, une cryogénisation à vie, aux côtés des pires criminels de la galaxie, enfermé dans un vaisseau prison en orbite autour de la Terre. Le vaisseau prison qui doit l'emporter loin de toute civilisation flotte dans un silence glacial, gardé par des dizaines d'agents armés jusqu'aux dents. Personne ne pense qu'un homme seul, même Randzik, puisse renverser un tel dispositif, alors qu'un autre prisonnier du nom de Gluto doit lui aussi être congelé dans une capsule voisine. Randzik profite d'un instant de confusion quand les gardes détournent le regard, une fraction de seconde, pour briser ses chaînes. Sa fille, Nadira, et son bras droit robotique Frax le rejoignent aussitôt dans la panique générale et prennent le contrôle du vaisseau tout entier en quelques minutes à peine, désarmant les gardes un à un. Le Ranger rouge du Time Force, Alex, refuse de le laisser filer et se lance seul à sa poursuite dans les couloirs métalliques du vaisseau. Le combat est violent, à main nue, sans pitié, dans les couloirs métalliques resserrés du vaisseau où chaque coup résonne comme un coup de tonnerre. Randzik prend le dessus et blesse mortellement Alex avant de s'emparer d'une machine à voyager dans le temps pour fuir vers l'an 2001, loin de toute justice, laissant derrière lui un silence insupportable. Alex s'effondre dans les bras de sa fiancée, Jen Scott, arrivée trop tard pour le sauver. Avant de mourir, dans un dernier souffle, Alex lui confie son chronomorpheur rouge, encore tiède, et lui fait promettre une seule chose, rattraper Randzik, où qu'il se cache, quel que soit le temps que cela prendra, même si cela devait durer 1000 ans. Au quartier général du Time Force, la nouvelle de la mort d'Alex se propage comme une onde de choc. Les officiers présents attendent des ordres, une procédure, une réunion de crise. Jen, elle, refuse d'attendre l'autorisation de sa hiérarchie. Le chagrin encore vif, les mains tremblantes, elle rassemble ses coéquipiers Lucas Kendall, Katie Walker et Trip et vole 4 morphers ainsi qu'un vaisseau temporel classé secret, entièrement décidé à agir avant que les preuves ne se perdent dans les méandres administratifs. Ensemble, ils se lancent sans ordre officiel dans le passé, bien décidés à retrouver le meurtrier d'Alex avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Les 4 officiers atterrissent dans la ville de Silver Hills en l'an 2001, un monde qu'ils ne connaissent que par les livres d'histoire poussiéreux de leur académie. Autour d'eux, tout semble minuscule comparé au tour de verre de leur époque, et pourtant tout leur paraît si vivant, si bruyant, si imparfaitement humain. Ils localisent rapidement Randzik, Nadira, Frax et Gluto, mais un problème de taille se pose aussitôt. Leur morpheur refuse obstinément de s'activer. Seul l'ADN d'Alex peut les débloquer, et Alex est mort. Jen comprend alors qu'il leur faut, dans ce siècle qu'ils ne maîtrisent pas, retrouver un lointain descendant du défunt Ranger rouge, quelqu'un qui partage encore son sang 1000 ans plus tard. Leur recherche les mène à un jeune homme riche et désabusé du nom de Wesley Collins, héritier d'un empire industriel et sosie troublant d'Alex. Jen l'aborde et lui explique la situation en quelques mots, tentant de garder son calme malgré l'urgence, mais Wes éclate de rire, refusant de croire à une histoire de voyage dans le temps, racontée par une inconnue en pleine rue. Peu après, un mutant attaque la ville en pleine rue. Sans pouvoir se transformer, les 4 officiers se font submerger par une horde de cyclobots. Wes, témoin malgré lui de la scène, s'empare par réflexe du morpheur rouge tombé au sol et parvient, sans le vouloir vraiment, à l'activer. Cette action libère du même coup les pouvoirs de ses coéquipiers. Grâce à lui, Jen, Trip, Katie et Lucas se transforment pour la première fois en Power Rangers Time Force, rose, vert, jaune et bleu, dans un éclat de lumière qui balaie la rue et fait fuir les badauds terrifiés. Après la bataille, Jen reprend froidement le morpheur des mains de Wes, estimant qu'il n'a rien à faire dans une mission aussi dangereuse. Peu après, Wes assiste par hasard à un braquage commis par des sbires de Randzik, tente d'intervenir avec ses moyens, sans succès. Jen le rabroue sèchement, doutant qu'il ait un jour fait quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre que lui-même dans toute sa vie de privilégié. Le soir même, Trip, plus patient que les autres, prend le temps de lui raconter l'histoire d'Alex et du futur qui les attend tous, assis sur le trottoir devant chez lui, sans se soucier des regards curieux des passants. Quand un nouveau mutant attaque la ville le lendemain, Jen change d'avis, étant elle-même le morpheur à Wes, lui offrant une chance de prouver ce qu'il vaut vraiment. Le combat est difficile, semé d'hésitation et de gestes maladroits, mais Wes s'en sort avec les honneurs, surprenant même ses nouveaux coéquipiers par son sang-froid inattendu. À la fin, gêné, il propose de rendre le morpheur à sa propriétaire légitime. Jen lui répond qu'il l'a mérité et qu'il peut le garder. Les jours suivants ressemblent à un apprentissage permanent pour les 4 officiers venus d'un autre millénaire. Tout leur semble à la fois familier et étrange, les voitures bruyantes, la nourriture épicée, les journaux imprimés sur papier. Wes offre alors aux 4 voyageurs du futur un toit, une tour horloge appartenant à son père, laissée à l'abandon depuis des années au cœur de la ville, ses pierres noircies par le temps et sa cloche silencieuse depuis bien plus longtemps que ne s'en souvient quiconque à Silver Hills. Les Rangers en font leur nouvelle base secrète et Wes les aide patiemment à s'adapter aux usages et aux objets du 21e siècle. Un monde qui leur semble à la fois familier et étrangement primitif. Ils découvrent les vieux escaliers en colimaçon, les rouages géants de l'horloge encore silencieuse qui n'a pas sonné depuis des années, les fenêtres poussiéreuses qui donnent sur les toits de la ville et le ciel changeant de Silver Hills. Peu à peu, cet endroit oublié de tous devient un véritable foyer. Le premier que Jen, Lucas, Katie et Trip aient jamais connu loin de leur époque. Peu de temps après, Randzik s'en prend directement à une chaîne de télévision locale
familiale, en pleine émission du soir, diffuse en direct ses exigences à toute la ville terrifiée et capture Wes en personne pour appuyer sa menace devant les caméras. Enfermé face à lui, Rancic lui raconte comment l'humanité a traité les mutants dans le futur, le mépris, la haine, l'exclusion, les émeutes réprimées dans le sang et les quartiers entiers murés pour les tenir à l'écart des villes propres et lumineuses. Ce récit plante chez Wes un premier doute sur qui sont vraiment les méchants de cette histoire. L'équipe apprend peu à peu à se connaître, entre mission et vie quotidienne, entre entraînement improvisé dans la tour et repas partagés autour d'une table bancale récupérée dans un vide-grenier. Lucas, ancien pilote de course de haut niveau, s'attire des ennuis en empruntant sans permission la voiture de sport de Wes alors qu'il n'a pas de permis pour cette époque. Un mutant amateur de vitesse le met à l'épreuve en pleine rue pendant son examen de conduite, transformant l'épreuve en course-poursuite explosive. Le même jour, Trip dévoile fièrement les Vector Cycle, les motos de combat de l'équipe gardées secrètes jusque-là. Rancic, de son côté, capture un bus entier d'enfants et exige une rançon de 10 millions de dollars pour les libérer. Wes tente d'obtenir l'argent auprès de son père, qui refuse net, jugeant l'affaire trop risquée pour l'image de l'entreprise. Wes finit par arnaquer habilement un client important de la société familiale pour réunir la somme exigée, jouant sur les mots et la confusion générale avec une aisance qui trahit des années passées à observer son père négocier, mais les mutants refusent malgré tout de libérer les enfants une fois l'argent en main. Quand les Rangers doivent finalement sauver les otages par la force, en pleine bataille contre le ravisseur mutant. De retour chez lui avec l'argent récupéré, Wes essuie la colère glaciale de son père, un regard plus dur que n'importe quel coup reçu au combat. La presse, croyant à un don généreux de Monsieur Collins, en fait pourtant l'éloge dans tous les journaux. Wes révèle alors publiquement que l'idée de charité venait en réalité de son père avant de lui annoncer, devant les caméras, qu'il quitte l'entreprise familiale pour de bon. Il rejoint ensuite la tour horloge et s'y installe définitivement aux côtés des Rangers, tournant la page de son ancienne vie sans le moindre regard en arrière. Chaque nouvelle semaine apporte son lot de dangers et de leçons. L'équipe dispose d'un allié précieux et attachant, Circuit, un petit robot volant à la voix haut perché, toujours prêt à faire de l'humour même au cœur du danger, capable d'invoquer le Megazord Time Force en cas de danger extrême. Il veille sur les Rangers depuis le futur, transmet les alertes, coordonne les batailles et devient, sans que personne ne l'ait vraiment décidé, le 5e membre invisible de la famille, recomposé de la tour horloge. Nadira comprend vite l'importance stratégique de ce robot et met au point un piège pour l'écarter du combat grâce à un mutant nommé Medico, spécialisé dans le reprogrammage. Elle profite de la gentillesse naturelle de Trip, incapable de laisser une femme en détresse sans aide, pour l'attirer dans une embuscade et kidnapper Circuit sous ses yeux. Le petit robot se retrouve reprogrammé de force et tourné contre son propre camp, ses circuits crachotant des ordres qui ne sont plus les siens. Sans lui, impossible d'invoquer le Megazord au moment précis où un monstre se met à grandir démesurément dans la ville. Trip, rongé par la culpabilité d'avoir laissé faire, part seul à sa recherche malgré l'interdiction qu'on lui avait imposée d'utiliser ses pouvoirs et parvient à libérer Circuit juste à temps pour sauver la situation. Chaque Ranger traverse peu à peu ses propres doutes intérieurs, des questions qu'aucun manuel du Time Force n'a jamais su préparer à affronter. Jen retrouve un jour la trace d'un mutant qu'elle a longtemps traqué dans le futur et veut le détruire pour des raisons purement personnelles, avant de comprendre, au terme de l'affrontement, que la vengeance ne guérit jamais vraiment une blessure. Katie, en découvrant que certaines technologies du présent sont directement nées des attaques répétées de Rancic, réalise avec effroi que le futur est déjà en train de changer sous leurs yeux à cause de leur simple présence dans cette époque, un paradoxe qui la hante chaque nuit. Trip, souvent moqué en silence pour son manque de force physique face aux autres, se sent inutile et transparent au sein du groupe, comme un poids mort tolère plus qu'on ne valorise, jusqu'à ce qu'un mutant capable de vider l'énergie de leurs armes le pousse dans ses derniers retranchements et l'oblige à inventer lui-même une arme entièrement nouvelle, l'électro-booster, qui finit par sauver toute l'équipe lors d'un combat désespéré. Monsieur Collins, humilié de voir son fils ramasser des ordures dans la rue par ses propres moyens, plutôt que de reprendre les rênes de l'entreprise familiale, décide de son côté de créer une milice privée armée, les Silver Guardians, pour lutter contre les mutants avec les moyens financiers colossaux de son entreprise. Il veut prouver à la ville, peut-être aussi à lui-même, qu'un Collins peut encore avoir de l'influence sans passer par un morpheur ni un masque. Parmi ses recrues se trouve un ancien camarade d'école privée de Wes, un jeune homme froid, discipliné et ambitieux du nom d'Eric Myers, aussi doué au combat qu'insupportable en société. Lors d'un affrontement particulièrement dangereux, Wes prend un tir laser destiné au commandant des Guardians et son casque de ranger se brise sous l'impact, révélant son identité secrète aux yeux de son propre père et d'Eric, stupéfait. Monsieur Collins tente alors de convaincre son fils de rejoindre officiellement les Silver Guardians pour combattre à visage découvert et sous ses ordres. Mais Wes refuse catégoriquement et retourne au combat sans un mot de plus. Les mois passent et Silver Hills change peu à peu de visage sous les yeux des Rangers. Certains habitants commencent à parler de héros masqués, d'autres continuent de vivre comme si de rien n'était, ignorant tout du combat qui se joue chaque nuit dans leurs rues. Sur un chantier de fouilles archéologiques en périphérie de la ville, cerné de rubans jaunes et de tentes de chantier, des chercheurs mettent au jour un étrange artefact métallique enfoui depuis des générations sous des couches entières de terre et de roches. Circuit le reconnaît aussitôt grâce à ses archives. Il s'agit du contrôleur quantique, une relique venue tout droit du futur. Rancic envoie immédiatement un mutant pour s'en emparer, tandis que les Rangers tentent eux aussi de le récupérer avant lui. C'est finalement Eric qui met la main dessus
perçu au milieu du chaos. Il tente ensuite d'utiliser sa découverte pour devenir le nouveau chef des Silver Guardians, mais essuie un refus humiliant. Quand le mutant l'attaque de nouveau pour lui voler le contrôleur, Eric, poussé dans ses derniers retranchements et refusant de céder, l'active dans un excès de rage et se transforme pour la toute première fois en Ranger Quantique. Un guerrier solitaire, méfiant de tous, agissant selon ses propres règles et sans jamais rendre de compte. Ransik convoite désormais le Cœur-X, le Zord gigantesque intimement lié au pouvoir quantique, une créature métallique aussi haute qu'un gratte-ciel capable à elle seule de raser un quartier entier, et envoie son robot Commandocon le récupérer dans une autre époque du passé. Wes et Eric le pourchassent ensemble à travers un portail temporel instable, unis malgré leur rivalité tenace, deux orgueils qui refusent pourtant de se laisser distancer l'un par l'autre. Mais Commandocon prend le contrôle du Curex avant eux et rentre avec lui au 21e siècle où il sème le chaos dans toute la ville. Seul le morpheur quantique peut espérer maîtriser une machine aussi puissante. Eric refuse toujours obstinément de coopérer ouvertement avec les Rangers jusqu'à ce que Monsieur Collins propose enfin une alliance officielle entre son entreprise et l'équipe pour vaincre Ransik plus efficacement et plus vite. D'autres épreuves suivent, chacune révélant un peu plus la personnalité de chaque héros, chacune tissant un peu plus les liens invisibles qui unissent désormais ce groupe de 5 inconnus devenus une véritable famille. Entre deux batailles, ils apprennent aussi à vivre simplement, partager un repas, se chamailler pour une corvée, rire d'une bêtise commise en pleine mission. Ce sont ces instants ordinaires, plus que les combats eux-mêmes, qui soudent véritablement leur groupe au fil des mois. Un scientifique du nom de Zaskin, chargé d'étudier en secret le morphère quantique pour le compte de Biolab dans un laboratoire ultra sécurisé, est enlevé par un mutant surgi de nulle part en pleine nuit, sans laisser la moindre trace derrière lui, hormis un vase brisé. Sa fille Holly, terrifiée, tente d'engager Lucas comme garde du corps personnel, sans savoir qui il était vraiment, ni ce dont il est réellement capable. Pendant que les autres Rangers partent sauver son père, Lucas veille sur elle avec un sérieux inhabituel. Une nuit, alors que les Rangers cherchent en vain à réparer la vieille horloge de leur tour, ses aiguilles figées depuis des décennies dans un silence pesant, Katie se retrouve mystérieusement transportée dans le passé et croise les figures même de l'histoire que Wes leur avait racontée un soir, vivant une version différente des événements. Elle se réveille brutalement à cause d'une attaque en cours, sans jamais vraiment savoir si tout cela n'était qu'un rêve étrangement précis ou un fragment réel du temps qui les entoure. La confiance entre Wes et Jen, pourtant précieuse depuis leur début, est démise à rude épreuve lorsqu'il échoue à couvrir correctement la fuite de Nadira lors d'un braquage distrait par l'arrivée inattendue des Silver Guardians sur les lieux, la laissant filer en pleine confrontation. Jen, furieuse et déçue, lui déclare qu'elle ne peut plus compter sur lui comme avant. Peu après, le mutant TurtleCon les envoie tous deux dans une dimension miroir où ils doivent affronter leur propre double maléfique aussi fort et rusé qu'eux. Ils ne parviennent à s'échapper qu'en apprenant, dans l'urgence, à se faire de nouveau pleinement confiance l'un envers l'autre, comme au tout premier jour de leur rencontre à Silver Hills. Certains ennemis ne ressemblent en rien aux monstres que l'on imagine dans les cauchemars d'enfance. Un mutant nommé Notakon, capturé autrefois pour avoir volé de la nourriture alors qu'il mourait littéralement de faim, est libéré par erreur d'un vieux vaisseau prison abandonné. Contrairement aux apparences terrifiantes qu'il inspire à quiconque le croise, il n'a rien d'un tueur et fuit tout affrontement, préférant se cacher plutôt que se battre. Trip découvre son histoire tragique et prend fermement sa défense, y compris face à Eric, bien décidé à l'éliminer par simple préjugé sur son apparence. Grâce à l'insistance de Trip qui ne le lâche pas d'une semelle, Notakon choisit finalement de retourner se rendre de son plein gré plutôt que de continuer à vivre traqué et haï de tous. Un autre mutant, Conwing, spécialiste de l'imitation vocale capable de reproduire n'importe quelle voix entendue une seule fois, capture Eric en pleine nuit alors qu'il patrouille seul, loin du reste de l'équipe, et imite parfaitement sa voix pour prendre le contrôle du Curex à sa place, semant la confusion parmi les Rangers, persuadés d'entendre leur allié. Eric, humilié, refuse catégoriquement l'aide des autres Rangers, voulant régler cette humiliation seul avant de recevoir un mystérieux soutien venu directement du futur qui lui permet de repousser la menace sans jamais dévoiler leurs secrets les plus précieux au grand public. Lucas, de son côté, doit affronter un fantôme bien réel de son propre passé, en la personne de Dash, un ancien pilote de course devenu mutant après des années enfermé, responsable d'un grave accident dont Lucas fut jadis le témoin à charge devant un tribunal, un témoignage qui avait scellé le destin du coureur déchu. Dash lui propose une dernière course sur cirque s'il perd, il promet de se rendre de lui-même sans opposer de résistance. Nadira tente de manipuler la situation à son avantage, cherchant à provoquer une trahison parmi les Rangers, mais Dash choisit finalement, dans un sursaut d'honneur inattendu, de se rendre par lui-même et demande à Lucas d'être celui qui le recongèlera. Une mutante nommée Contemptra, capable d'envoûter n'importe quel homme d'un simple regard, séduit tour à tour Wes, Lucas, Trip et Eric, chacun persuadé d'être le seul objet de son affection. Cette manipulation provoque une rivalité absurde et destructrice au sein du groupe, jalousie, disputes et missions négligées, jusqu'à ce que Jen et Katie, restés lucides et de plus en plus exaspérés, finissent par briser son emprise à l'aide d'un bracelet magique et libérer leurs coéquipiers ensorcelés de leur transe. Un photographe travaillant pour un tabloïd sans scrupules tente ensuite de percer le secret de leur identité en engageant Katie comme simple assistante, sans savoir qui elle est vraiment, ni ce qu'elle cache. Sa première tentative échoue, mais il reste déterminé à vendre ses clichés. Katie s'accroche à lui pour garder un œil sur ses agissements et parvient, non sans mal, à le convaincre de renoncer à tout révéler au public. Plus tard, un tournage de film hollywoodien près de Silver Hills avec projecteurs, caméras et acteurs célèbres attire toute l'attention de la ville et déclenche même une petite discussion
dispute entre les Rangers pour savoir qui aura le droit d'assister au tournage. Le moment magique tourne pourtant à la catastrophe pure quand le mutant Cinecon, réalisateur raté et vengeur, capture les Rangers directement dans leur propre film, chacun enfermé dans un genre cinématographique différent malgré lui. Il prépare un scénario cruel où les héros meurent tous définitivement à la dernière scène, mais Tripp a distraitement subtilisé la toute dernière page du script avant l'enlèvement. Privé de sa conclusion écrite, Cinecon perd peu à peu le contrôle de sa propre histoire, et les Rangers réunis réécrivent eux-mêmes leur destin pour le vaincre à l'aide de leur Megazord. Un ancien agent du Time Force, jadis emprisonné par Jen elle-même dans le futur pour trahison, un certain Stilix, retrouve sa trace 1000 ans plus tôt et refait surface pour assouvir enfin sa vengeance personnelle contre celle qui a mis fin à sa carrière. Il vole son morpheur pendant son sommeil, la piège dans un combat truqué et la fait lentement sombrer dans la folie à l'aide d'un sortilège mental. Wes, refusant de la laisser ainsi, parvient à briser le sortilège au prix d'un immense effort et l'équipe tout entière, désormais réunie, détruit Stilix ensemble. Mais la plus grande révélation de leur combat est encore à venir, un secret que même Ransik ignore au fond de lui-même depuis toutes de ces années. Puis vient Venomark, un mutant redoutable et hideux dont la simple morsure empoisonne lentement tous les Rangers un à l'exception de Wes, seul épargné par sa toxine. Ransik, apprenant sa libération accidentelle, se lance à sa poursuite avec une rage inattendue et personnelle. Venomark l'a jadis mordu dans le futur et laissé pour mort entre les mains d'un médecin du nom de Dr. Lou Ferrix. Wes remarque que Ransik prend discrètement un antidote pour survivre lui-même au venin qu'il traque, parvient à en récupérer un échantillon pour que son père en produise un remède en masse pour toute la ville. Le remède finit par sauver tout le monde. C'est alors que la vérité la plus troublante de la série éclate au grand jour. Frax n'est autre que ce même Dr. Ferrix, transformé en robot des années plus tôt, révélant sans détour à Ransik qu'il est celui qui a jadis failli le tuer de ses propres mains avant de détruire volontairement toute la réserve de remèdes restante par pure vengeance froide. Jen prévient aussitôt Wes que continuer à produire ce sérum à grande échelle risque de perturber gravement l'équilibre du futur tout entier. Son père, obsédé par le profit et la sécurité de la ville, refuse catégoriquement d'arrêter la production. Ransik envoie alors un nouveau mutant, Severax, attaquer directement l'usine tout en traquant Frax à travers la ville dans une rage aveugle et faillit tuer Monsieur Collins de ses propres mains dans le chaos de l'attaque, alors même que celui-ci ne comprend toujours pas la portée de ce qu'il a déclenché. Jen comprend alors, plus terrifié que jamais, que si rien ne change immédiatement, l'avenir tout entier sera irrémédiablement bouleversé. C'est à ce moment précis qu'une silhouette familière du Time Force, Alex, de retour tout droit du futur, leur annonce une nouvelle terrible. Le futur, malgré tous leurs efforts, a déjà changé. La tension est à son comble dans les couloirs blancs de l'hôpital. Machine, moniteur, silence pesant. Wes fait les 100 pas devant la porte de la chambre, incapable de s'asseoir, incapable même de prier pour un père avec qui il n'a jamais vraiment su parler. Alors que le père de Wes se bat entre la vie et la mort sur un lit d'hôpital, Alex reprend sans un mot d'explication le morpheur rouge des mains de Wes, affirmant froidement que le destin de ce dernier est scellé depuis toujours. Diriger l'entreprise familiale, rien d'autre, rien de plus. Il annonce même, glacial, que Monsieur Collins mourra le lendemain matin sans intervention extérieure. Alex prend aussitôt la tête de l'équipe pour affronter le robot Dragontron, une nouvelle création redoutable de Frax, aussi grande qu'un immeuble et crachant des flammes, capable de fondre l'acier. Mais son autorité rigide, ses ordres secs et son mépris à peine dissimulé pour les méthodes plus spontanées du présent créent très vite des tensions profondes au sein du groupe, chacun regrettant en silence la manière de commander de Wes. Wes, désormais forcé à la tête de l'entreprise de son père contre son gré, costume 3 pièces et bureau glacial, déteste chaque instant de cette vie qu'on lui impose de force, lui qui a passé des mois à combattre pour échapper précisément à ce destin tout tracé. Eric, de son côté, envisage sérieusement de quitter la ville pour de bon, épuisé par tant de combats sans fin. Wes finit par apprendre, grâce au docteur Zaskin, qui fut témoin discret de la scène à l'hôpital, que son père était en réalité profondément fier de le voir tracer sa propre route loin de l'entreprise et souhaitait secrètement qu'il reste un ranger jusqu'au bout. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, le Megazord Time Force reste totalement immobilisé face à la puissance de Dragontron. Alex ordonne malgré tout de continuer le combat coûte que coûte, accusant durement ses coéquipiers de ne plus se soucier assez du futur qu'ils sont censés protéger. Les Rangers se rebellent alors ouvertement de son autorité écrasante et lui avouent sans détour préférer Wes comme leader légitime de l'équipe. Jen elle-même, le cœur lourd, finit par convaincre Alex de rendre le morpheur à celui qui le mérite vraiment. Wes revient aussitôt au combat, reprend le commandement du Megazord mode rouge et, avec l'aide déterminante du Q-Rex, piloté par Eric, met en œuvre un plan aussi audacieux que risqué pour détruire Dragontron une bonne fois pour toutes. Monsieur Collins survit finalement grâce à une technologie médicale avancée apportée directement du futur par Alex lui-même. Ce dernier repart ensuite vers son époque, acceptant enfin, la mort dans l'âme, que chacun choisisse librement son propre destin, y compris Wes qui abandonne définitivement le rôle de Ranger Rouge. La tour horloge retrouve peu à peu son calme habituel, mais quelque chose a changé pour de bon dans le cœur de chacun. Après le départ d'Alex, Jen réalise peu à peu que ses sentiments profonds ont changé de destinataire sans qu'elle ose se l'avouer pleinement. Peu après, Katie et Tripp découvrent qu'un club de sport très fréquenté, coincé entre une salle de danse et un fast-food du centre-ville, distribue en secret une mystérieuse potion donnant une force surhumaine temporaire à ses membres les plus fidèles. Wes et Jen enquêtent ensemble sous couverture au sein même du club pour démasquer la vérité. Quand Jen se retrouve soudain en grand danger
face au véritable responsable, Alex, depuis le futur, offre à Wes une toute nouvelle moto de combat, la Stratacycle, qui lui permet d'intervenir et de la sauver juste à temps. Une autre nuit paisible, alors que Trip rentre tranquillement à la tour horloge avec une pizza fumante, savourant déjà par avance chaque bouchée, il croise sur son chemin un mystérieux chevalier noir, monté à cheval, qui surgit brusquement de nulle part avant de disparaître aussitôt dans l'épaisseur de la forêt voisine, sans un mot, sans un bruit, comme s'il n'avait jamais existé. Ce chevalier légendaire garde jalousement depuis des siècles un trésor ancien connu sous le nom de Battlefire, capable, dit-on, de forger l'arme la puissante jamais créée, lui-même protégé par un dragon redoutable qui ne laisse approcher personne. Les autres Rangers, sceptiques au départ, doivent bientôt se rendre à l'évidence. Cette légende que personne ne croyait est bel et bien réelle et dangereuse. Silver Hills n'a pourtant pas fini de trembler. Peu après, une menace bien plus grande encore vient frapper la ville sans prévenir, une menace qui dépasse largement le cadre de leur guerre habituelle contre Ransik. La mutante Vipra s'allie ouvertement à Ransik pour libérer un super démon ancestral nommé Quarganon, capable à lui seul de détruire le monde entier en quelques heures. Face à un tel péril, les Time Force Rangers unissent sans hésiter leurs forces à celles des Power Rangers Lightspeed Rescue, venus prêter main forte depuis leur propre ville pour repousser ensemble cette menace commune, preuve éclatante que même séparés par le temps et l'espace, les héros savent toujours se serrer les coudes quand tout est en jeu. Un mutant particulièrement retors nommé Miracon capture ensuite l'équipe entière et l'enferme dans un monde miroir déformé où chaque reflet ment, où chaque couloir semble se répéter à l'infini, un labyrinthe conçu pour briser leur esprit avant leur corps. Les Rangers doivent y affronter simultanément de nouveaux ennemis inconnus et d'anciennes menaces qu'ils croyaient pourtant vaincus depuis longtemps avant de finalement trouver la sortie grâce à leur esprit d'équipe retrouvé. Lucas, de son côté, écrit un jour un poème sincère et maladroit, griffonné à la va-vite sur un vieux carnet, sur son tout premier grand amour, sa toute première voiture de course, abandonnée depuis des années dans un hangar poussiéreux. Il le perd malencontreusement en pleine rue durant un combat acharné contre les forces de Ransik. Nadira le trouve par hasard et, ne comprenant pas le sens véritable des mots, croit être elle-même la destinataire secrète de ses sentiments passionnés. Quand Ransik l'apprend à son tour, il met en garde Lucas avec une froideur menaçante de bien traiter sa fille chérie sous peine de représailles terribles. Après un rendez-vous maladroit arrangé malgré eux par les autres Rangers hilars, Ransik envoie tout de même le mutant Chaméliacon détruire purement et simplement Lucas, refusant obstinément de laisser sa fille souffrir d'un chagrin d'amour qu'il juge indigne d'elle. Circuit, curieux et un brin naïf, demande un jour à consulter dans ses propres archives les événements les plus importants à venir dans le futur. Une simple envie de savoir ce que réserve la suite de leur combat. Une force mystérieuse venue directement du futur l'en empêche aussitôt, sans la moindre explication. Pensant sincèrement avoir mal fonctionné ou être devenu défectueux, Circuit perd toute confiance en lui-même, juste au moment où le mutant Serpicon prend d'assaut le centre spatial de Silver Hills en pleine nuit, prenant plusieurs otages en même temps et armant un compte à rebours mortel destiné à raser tout le bâtiment. Le compte à rebours défile, les otages retiennent leur souffle et seul Circuit possède les codes nécessaires pour désamorcer la bombe à temps, mais il doute cruellement de lui-même, hésitant, presque paralysé, jusqu'à ce qu'Alex le contacte en personne depuis le futur et lui révèle enfin la vérité entière. C'est lui-même, dans 1000 ans, qui bloque volontairement ces informations sensibles pour protéger l'intégrité de toute la ligne du temps. Rassuré et galvanisé par cette confidence, Circuit désactive l'engin explosif juste à temps. Le combat qui suit se termine grâce à l'intervention conjointe du Q-Rex et d'un tout nouveau véhicule volant, le Time Jet. Une fois entièrement réparé de ses avaries, Circuit choisit malgré tout de mentir gentiment aux Rangers en leur assurant que l'avenir se porte parfaitement bien, préférant leur épargner une vérité encore trop lourde à porter pour eux. Le calme pourtant ne dure jamais bien longtemps dans cette guerre silencieuse, avec les réserves de mutants de Ransik désormais presque totalement épuisées après tant de batailles. L'équipe entière croit un instant approcher enfin de la fin de sa longue mission. Les soirées à la tour horloge se font plus légères, presque insouciantes, comme si chacun sentait sans se l'avouer que quelque chose touchait à sa personne. À cet instant précis, ne se doute que les combats les plus douloureux de toute leur aventure restent encore à venir, que cette accalmie n'est en réalité que le calme avant la tempête finale. Mais Monsieur Collins, malgré tous les avertissements répétés de son propre fils, poursuit en secret ses recherches personnelles sur les cristaux de Trixirium, une technologie censée n'exister officiellement que dans 1000 ans encore. West tente une dernière fois de l'en dissuader fermement, sans succès. Pendant ce temps, le robot Max Axe, toute dernière création particulièrement destructrice de Frax, sème une terreur sans précédent dans toute la ville, avant d'être finalement détruit par Eric et le fidèle Q-Rex réunis. Ransik, furieux d'apprendre que Frax agit désormais complètement dans son dos sans son autorisation, envoie aussitôt Gluto le retrouver et le ramener de force. Le ciel au-dessus de Silver Hills s'assombrit comme jamais auparavant, chargé d'une électricité presque palpable. Dans les rues, les habitants sentent que quelque chose de terrible se prépare sans savoir précisément quoi. L'heure du dénouement approche enfin, inexorablement. Ransik, galvanisé par la rage, prépare son attaque finale et définitive contre la ville entière, bien décidé à ne plus laisser aucune chance aux Rangers. Alex ordonne sans détour aux 4 officiers du futur de rentrer immédiatement chez eux. Les cristaux de Trixirium créés par Monsieur Collins perturbent désormais gravement toute la trame du temps, et s'ils tardent encore un peu, ils risquent purement et simplement de rester coincés pour toujours, prisonniers du passé. Les Rangers refusent catégoriquement d'abandonner Silver Hills à son sort funeste. Wes, dans un geste d'un courage absolu, prend alors seul une décision radicale et déchirante qu'il ne partage même pas avec eux avant d'agir.
force littéralement ses amis les plus chers à repartir vers le futur, malgré leurs protestations et leurs larmes, les yeux embués mais la voix ferme, leur répétant que Silver Hills a besoin d'eux vivants dans 1000 ans plutôt que morts ce soir-là. Il laisse à lui et Eric seuls l'entière responsabilité de défendre la ville jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix à payer. Pendant ce temps, Gluto retrouve enfin la cachette secrète de Frax, dissimulée sous d'anciens entrepôts désaffectés en périphérie de la ville, et prévient aussitôt Randzik de sa trahison. Ce dernier, en apprenant l'existence du robot Doomtron construit en secret, décide froidement de faire de Frax un tout dernier usage avant de s'en débarrasser définitivement comme d'un simple outil devenu inutile. Il le fait reprogrammer entièrement contre son gré, effaçant à jamais toute trace de son humanité passée, de son véritable nom de Dr. Ferrix, de sa naissance elle-même comme être humain. La machine bourdonne, des câbles se referment sur son corps métallique, et son regard, jusque-là si vif, commence déjà à s'éteindre lentement. Juste avant que sa mémoire tout entière ne soit effacée pour de bon, Frax supplie une dernière fois Nadira, dans un ultime sursaut de lucidité, de ne jamais détester les humains comme son père le lui a toujours enseigné depuis son plus jeune âge. Nadira, profondément bouleversée d'apprendre le lavage de cerveau qu'a subi celui qui fut autrefois son ami le plus proche, commence dès lors à douter sérieusement, pour la première fois de sa vie, de la mission entière de son propre père, elle qui avait toujours cru sans réfléchir aux mots répétés depuis l'enfance. Cette même nuit, alors qu'elle aide sans réfléchir Trip à mettre au monde un bébé humain en pleine crise au beau milieu du chaos ambiant, dans une ruelle éclairée par les seuls phares d'une voiture abandonnée, elle découvre enfin, avec des larmes aux yeux, la valeur inestimable d'une simple vie humaine, une leçon que des années de haine paternelle ne lui avaient jamais permis d'apprendre. Le retour au futur, qui aurait dû être un soulagement après tant de mois de combat, se transforme aussitôt en cauchemar. Le vaisseau à peine posé, les regards des officiers du quartier général suffisent à comprendre qu'un drame s'est joué. Dans le futur, les 4 Rangers rentrés de force apprennent avec effroi l'issue terrible de la bataille qui a suivi leur départ précipité. La ville a finalement été sauvée de justesse, mais Wes y a laissé la vie, seul, sans personne pour l'accompagner dans ses derniers instants. L'ordre tombe aussitôt de leur effacer entièrement la mémoire pour leur permettre de reprendre le cours normal de leur existence d'officier. Aucun d'entre eux n'accepte d'oublier ce qu'ils ont vécu ensemble. Jen, le cœur brisé, mais la voix ferme, rend son alliance de fiançailles à Alex et rompt avec lui devant tout le monde, un geste aussi douloureux que nécessaire, mais celui-ci, malgré sa peine immense et silencieuse, leur révèle malgré tout comment retourner dans le passé pour empêcher cette tragédie annoncée. Pendant ce temps, dans le présent, Eric est gravement blessé au combat, laissant Wes affronter absolument seul toute une armée entière de cyclobots, armée uniquement du morpheur et du défenseur quantique d'Eric inconscient. Les immeubles tremblent, les vitrines explosent, la fumée noire envahit chaque avenue de Silver Hills, alors que la bataille désespérée fait rage sans relâche dans les rues désertées de la ville. Les 4 autres Rangers, revenus in extremis contre la vie même du Time Force, le cœur battant à tout rompre en retrouvant Silver Hills en flammes, surgissent enfin au moment le critique et parviennent ensemble à neutraliser temporairement le redoutable Doomtron. Après avoir détruit méthodiquement toute l'armée de cyclobots restante, dans un déluge d'étincelles et de métal tordu, Wes, désormais seul aux commandes du Curex, utilise avec sang-froid le défenseur quantique pour stabiliser définitivement le cristal de Trixirium, devenu instable, mettant fin d'un seul coup à toutes les perturbations temporelles en cours. Il retourne aussitôt cette même arme dévastatrice contre Doomtron et Frax réunis, les détruisant tous les deux pour de bon, sans retour possible. Le cœur en miettes, incapable même de crier, Nadira pleure amèrement la perte de celui qu'elle considérait secrètement comme son seul véritable ami, mais son propre père la repousse sans le moindre égard, ni la moindre pitié, la traitant comme un simple outil devenu inutile parmi tant d'autres. Il ne reste plus qu'un seul ennemi, debout au milieu des décombres fumants de la ville, dans un silence presque irréel après tant de fracas. Les Rangers, épuisés mais déterminés jusqu'au bout, affrontent enfin Randzik en personne dans un ultime duel décisif. Celui-ci les domine pourtant sans le moindre effort apparent, porté par une rage incontrôlable et par la certitude que rien ni personne ne pourra plus l'arrêter désormais. Au cœur même du chaos et de la fumée, il tire accidentellement sur Nadira alors qu'elle se jette pour protéger un nourrisson innocent pris entre 2 tirs croisés. Ce geste tragique change tout instant à Nadira, gravement blessée, tient bon malgré la douleur et tend l'enfant vers son père tremblant, le suppliant une dernière fois de voir, enfin, avant qu'il ne soit trop tard, que les humains ne sont pas ce monstre sans âme qu'il combat depuis toujours avec telle obstination. Face à sa propre fille, blessée dans ses bras, et à cet enfant totalement innocent qui ne cesse de pleurer entre eux, Randzik dépose enfin les armes et se rend de son plein gré aux Rangers médusés, mettant fin d'un seul coup à des mois entiers de terreur ininterrompue sur toute la ville. La victoire tant espérée a pourtant un goût amer et douloureux, comme souvent après les combats qui coûtent le plus cher. Les 4 officiers venus du futur doivent repartir sans Wes, le laissant définitivement seul dans son époque d'origine, plongé dans une tristesse profonde partagée par toute l'équipe réunie une dernière fois autour de la tour horloge qui les a vus devenir une famille. Avant leur départ déchirant, sur le point d'embarquer, Wes et Jen s'avouent enfin, les larmes aux yeux, l'amour sincère qu'ils se cachaient mutuellement depuis le tout premier jour de leur rencontre, ce jour où elle l'avait pris pour un inconnu arrogant et où il l'avait prise pour une folle. Le silence qui règne désormais dans la tour horloge, jadis pleine de rires et de disputes amicales, pèse sur Wes plus lourdement que n'importe quelle bataille menée jusque-là. Une fois ses amis disparus dans le flux du temps, Monsieur Collins, transformé par tout ce qu'il vient de traverser aux côtés de son fils, propose à Wes de prendre officiellement le commandement des Silver Guardians, cette fois sans la moindre contrepartie financière, pour continuer librement à protéger la ville, qu'il a fini par apprendre à aimer plus que tout au monde. Wes accepte cette offre inattendue, à une seule condition non négociable, qu'Eric devienne son co-commandant à parts égales. Eric, touché malgré lui par ce geste de confiance, accepte à son tour sans hésiter, et c'est
C'est ainsi, désormais réconciliés et unis l'un à côté de l'autre, que les deux anciens rivaux referment ensemble pour de bon l'histoire des Power Rangers Time Force. Wes va garder un œil vigilant sur Silver Hills encore longtemps